superbe. Là, c'est une petite narce ici Oui, sur le plateau. Alors Sophie, on vient de décoller de Murat. On est vraiment là au cœur du volcan du Cantal, le plomb du Cantal, qui est le point culminant du département, 1855 mètres. Et alors on est dans la partie effondrée de ce volcan. Hein. Le début de l'activité volcanique, c'était il y a 13 millions d'années. Et sont apparus après cet effondrement des dômes volcaniques, d'autres sorties de volcans. Hein. On est sur un stratovolcan, un volcan qui a eu de multiples éruptions sur plusieurs millions d'années. T'en parles bien du Cantal, Christian. Je vois que tu es vraiment très attaché à ce département qui est devenu, comme pour toi, Paola, votre département de cœur à tous les deux. Absolument, ça fait maintenant plus de 30 ans que nous sommes dans le Cantal. C'est un département qu'on a choisi parce que c'est un département qui est préservé, où la nature est abondante et un climat idéal en fait pour voler avec les oiseaux. Eh bien, c'est bien de ça qu'il s'agit dans ces échappées belles dans le Cantal, ma chère Paola, c'est de voler avec les oiseaux. Et ce rêve, je vais pouvoir le réaliser grâce à vous deux parce que c'est possible de voler avec les oiseaux, Christian. Eh oui, c'est possible. On vole avec les oiseaux depuis 30 ans. Paola de Saint-Pierre-et-Miquelon, moi je suis breton. Et le vol avec les oiseaux nous a réunis. Je lui ai parlé de mon projet très tôt. Et il était important qu'elle soit au courant de ce qu'on allait vivre. Je ne savais pas que ça allait fonctionner, j'y croyais vraiment. Et Paola a cru en mon rêve, qui est devenu également son rêve. Eh ben, merci de le partager avec moi, ce rêve. C'est pour un peu plus tard dans ces échappées belles qui commencent très bien. Des échappées belles tout en douceur, à l'image de ce magnifique vol en montgolfière qui nous permet d'admirer en effet ce département préservé. Et on va s'offrir une très très belle balade entre Saint-Flour, Murat, la fête de l'Estive à Allanche. Je suis très heureuse de partager avec vous ces nouvelles échappées belles. Bienvenue dans le Cantal. Et vous avez du Cantal. Autant que le bon Dieu peut en bénir. Dans le Cantal, Salut ma belle. Sophie Jovillard est en apesanteur. J'aime bien dire que ce sont comme des petits instants d'éternité. De retour sur Terre, Le Cantal est un endroit absolument extraordinaire et fabuleux pour étudier les orages et bien entendu la foudre. la magie continue. Ce qui intéresse les parfumeurs, c'est que c'est une fleur qui a beaucoup de caractère et qui est puissante et subtile à la fois. La petite photo. Allez. Il est content comme un gamin. Dans le calme, On a pas mal de petits rapides, on a vraiment une rivière où ça fait un rapide, un calme, un rapide, un calme. Et c'est ce qui justement donne un côté ludique à la descente. C'est un petit peu la zen attitude, en fait, ce que viennent rechercher les gens ici, c'est la quiétude. Si on est encore avec un ordinateur et puis qu'on se dit on n'a pas de wifi, c'est peut-être qu'on a loupé l'essentiel. et dans la légèreté. Voilà, là, elle est prête. Tu vois, c'est quand tu arrives à monter et que le fil se brise pas, là, tu peux te dire qu'elle est prête. C'est ce qui fait le spectacle, là. Une truffade avec une belle côte de bœuf. C'est trop beau. Bienvenue dans le Cantal. On arrive à Saint-Flour. Je suis très heureuse de découvrir cet endroit absolument magnifique. Qu'est-ce que c'est beau, dis donc. On a une vue imprenable. Là, vraiment, sur toute une vallée. On est ici frontalier de la Lozère et de la Haute-Loire. Et cette ville, elle a été construite sur une ancienne coulée basaltique. Et vraiment, tout rappelle l'origine volcanique de cette géographie. Et on voit que c'est une ville qui a été fortifiée. On voit l'importance aussi de Saint-Flour avec cette ville haute où on est et cette ville basse, là. On est à 900 mètres pratiquement d'altitude ici. Donc on est haut, c'est la Haute-Auvergne. Alors on voit cette magnifique cathédrale qui nous raconte que Saint-Flour a été une capitale religieuse importante dans l'histoire du Cantal. Oui, surtout à partir du XIVe siècle. Cette cathédrale de style gothique qui est énorme, en pierre de lave, très dure, dans Milan, alors elle a le même aspect, je pense. Et toutes les maisons sont construites avec ces pierres de lave. Elle a résisté à toutes les épreuves du temps et je pense qu'elle sera là encore pendant longtemps, tu as raison. Oui.
elle nous survivra, c'est sûr. Tous les chemins mènent à la ville basse. Comment s'appelle celui-ci? Ah, on est sur le chemin des chèvres. Donc il est étroit et assez pentu. Il y a combien de marches? 330 marches exactement. Bon, je te fais confiance parce que j'ai oublié de compter, tu vois. Bon, là, on les comptera à la remontée si tu veux, avec le poids des salades en plus. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as trouvé ton bonheur? Ah, voilà, les belles salades. Parfait, parfait. Allez, on prend tout. Ah ouais. Les salades d'Auvergne. Allez, Voilà. ça marche. Bon, vous savez à qui elles sont destinées, ces salades? Non, dites-moi. Christian? Alors, c'est pas pour nous, c'est pour nos oiseaux. On a des oies qui aiment beaucoup la salade. Ok, les oies mangent de la salade. Ok. Oui, et la salade d'Auvergne, hein? Ouais, Oui, salade d'Auvergne. uniquement. Voilà, c'est tout bon. Allez. On est parti. À bientôt. Au Bonne revoir. journée, Merci. merci. Quelle chance j'ai avec le temps, Christian. Tu crois que ça va rester comme ça pendant tout mon séjour? Oui, j'ai regardé les prévisions, je regarde tous les jours, mais là, c'est bien parti. Hein. Ah bah, Pas super. d'inquiétude. Oui, les bulletins météo, tu connais ça par cœur parce que tu es météorologiste, toi, de Oui. formation, de métier. Voilà, j'ai travaillé toute ma carrière comme météorologiste quelques années à Aurillac. D'accord. Et dans les départements d'outre-mer. Ok. C'est la route des crêtes, hein. Ouais. C'est joli, c'est vallonné. Il y a du... Et je recense tous les oiseaux que je vois sur la route. Ah oui. Oui, oui. Ah, Tout le temps, en toujours, permanence. tu regardes s'il n'y a pas un nid quelque part ou dès que tu vois un oiseau. Ou un oiseau éventuellement blessé sur la Ok. route. Ah là, tu t'arrêtes. Ah ben je m'arrête, j'irai récupérer des petites chouettes comme ça. Bah tu vas visiter Ouais. la ferme, tu vas voir tous nos oiseaux, les petits plans d'eau qu'on a pu aménager. Et ça c'est notre plaisir d'être environné de tous ces champs de la biodiversité, le champ des oiseaux. Et voilà, on arrive à Caluche. On est arrivé chez Paola et toi? Voilà. Alors, on vit en pleine campagne, tu vois. Voilà, nos salades précieuses. C'est magnifique hein, ici déjà la route en arrivant. Ouais, on descend dans ce petit trou de verdure. C'est notre petit coin de paradis, quoi. Ouh là là, j'ai l'impression de déranger là. Écoute, on est au milieu des reproducteurs. Ah, Donc là, il faut être vigilant. On a un couple ici, tu vois, ok. avec le mâle qui défend le nid. Donc voilà. Donc si tu restes à côté de moi, tu risques rien. Bouge plus. Voilà. Je pose délicatement ma salade. Voilà. Voilà, Hein. sans faire de J'espère qu'elles ne vont pas les trouver trop appétissantes. Ça va. Alors là, de quel oiseau s'agit-il? Alors ce sont les bernaches nonnettes. Ok. Hein. Alors on les appelle nonnettes parce qu'elles ont une petite, comme les nonnes, elles ont une petite cape, un dessin de petite cape. Voilà. Hein, ce sont des oiseaux qui sont en couple pour la vie. C'est beau ça. Tu vois? Ah oui. Et donc là, ici, tu as des couples qui ont 10, 15, 20 ans. Parce qu'un oiseau, les oies, ça vit jusqu'à 30 ans. Quelqu'un nous surveille. Regarde. Quelqu'un nous surveille. C'était vraiment le message de attention, il y a un intrus dans l'enclos. C'est ça. Vraiment ça le message. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça.
Les salades, c'est pas pour eux. Oui, les salades, c'est pour leurs enfants. Ok, d'accord. C'est pour les petits. Enfin, Voilà. l'autre génération, parce que les vôtres sont pas encore nés, les petits. Alors pour que je comprenne bien ce lieu, Paola, on peut dire que c'est une halte pour des oiseaux migrateurs, une escale pour des oiseaux sauvages qui vivent autour, Oui. mais c'est un lieu privilégié pour d'autres espèces d'oiseaux. Pourquoi un lieu privilégié pour eux? Alors c'est un lieu privilégié parce que comme tu vois, on a recréé des espaces marécageux. Il y a lors des migrations de printemps et d'automne, on a des oiseaux qui viennent en halte ici. On va avoir des chevaliers aboyeurs. On a des grues cendrées qui ont fait des haltes de plusieurs semaines ici pour repartir ensuite. Tout à l'heure, Christian, dans la montgolfière, m'a promis un vol avec les oiseaux. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais ce que je comprends, en tout cas, c'est que ici, vous en prenez soin, vous les chouchoutez, vous les dorlotez, et d'une certaine façon aussi, vous les protégez. Absolument. On a le rôle de protecteur. On a vraiment une passion de partager tout cet émerveillement. Et parce qu'on ne peut protéger que ce qu'on connaît en fait. Et que ce qu'on aime. Et que ce qu'on aime, voilà. Bonjour à tous. Cet après-midi, on va faire une descente de 10 km ensemble. Ici, on est sur le Lot, la rivière du Lot qui prend sa source dans le Mont-Lozère et qui va plus loin dans la Garonne jusqu'à Aiguillon. Donc il y a plus de 400 km. Et on est sur une partie navigable qui est vraiment intéressante pour le canoë, justement. La rivière du Lot marque la limite sud du Cantal. Et dès que le printemps revient, les canoës font leur grand retour pour une belle balade au fil de l'eau. On a pas mal de petits rapides, on a vraiment une rivière où ça fait un rapide, un calme, un rapide, un calme. Et c'est ce qui justement donne un côté ludique à la descente. Voilà! Et on vient s'arrêter à droite. Au printemps, le courant est modéré, car l'eau est retenue en amont par une série de barrages. La rivière devient alors un superbe terrain de jeu. Là devant nous, vous pouvez apercevoir sur la montagne là, d'anciennes terrasses. Vous voyez qui étaient construites en pierre. Et ça, c'est l'héritage d'un ancien vignoble qui était tout le long de la vallée du Lot, où avant, il faisait descendre le vin par la rivière, via les gabarres. Aujourd'hui, on en fait du canoë, on fait une descente pour le plaisir. Mais avant, c'était une énorme voie de transport. Ça donnait aussi une force économique, finalement, au sud du Cantal, avec la vallée du Lot et cet accès vers l'ouest. Le Cantal possède de l'eau en abondance, car il est traversé par une centaine de rivières, totalisant plus de 6000 km de cours d'eau. On y trouve également des zones humides, comme la tourbière du Jolan, qui joue le rôle de réservoir naturel d'eau douce. Le site est surveillé de près par des naturalistes, car il abrite un écosystème unique. Le Cantal, on a un peu dit que c'était du coup le château d'eau en fait de l'Auvergne. On a quand même pas mal de zones humides et on retrouve surtout là dans les creux de vallons en fait des tourbières. On va avoir des espèces vraiment particulières, des sphènes. Donc c'est des petites mousses et donc ces petites mousses elles vont permettre de stocker l'eau et les années où il fait très sec ou même pendant l'été en fait elles vont permettre de relarguer l'eau. Même les années où ça va être des grosses sécheresses, en fait c'est les secteurs qui vont rester les plus verts parce qu'en fait c'est là où il y aura toujours de l'eau. Sur ce tapis de sphènes que l'on a là, on a des espèces qui sont vraiment spécifiques à ces milieux-là et qui ont généralement une certaine valeur patrimoniale. On a tout ce qui est l'inaigrette. Ici, une petite espèce protégée, l'andromède, Andromeda polyfolia.
La tourbière sert également de refuge à toute une population d'insectes qui intéressent les scientifiques. On va en profiter pour aller récolter des échantillons sur des pièges à insectes. Ouais, tu vois, ah ouais. Un truc là. Ah ouais, carrément. Ah ben c'est une mouche scorpion. Ça permet de savoir aussi est-ce qu'on a des espèces rares, des espèces d'intérêt et qui sont aussi indicatrices d'habitat en bon état de conservation. Si la tourbière est une réserve d'eau naturelle, l'homme a également constitué de vastes réserves en eau en créant une demi-douzaine de lacs artificiels dans le Cantal. Celui de Saint-Étienne-Cantalès est l'un des plus importants. Il a été créé en 1945 pour alimenter un barrage hydroélectrique. Le lac est aujourd'hui l'un des plus fréquentés du Cantal grâce à ses plages aménagées. Et il est également réputé chez les pêcheurs, comme Cécile et Franck. Ce couple de passionnés s'est équipé d'un sonar dernier cri pour multiplier leurs prises. C'est assez lourd ça? Il est là, juste devant le... Hop. C'est la traque aussi qui est intéressante. Ouais. D'aller chercher, d'aller... Des fois on se prend des râteaux, souvent. Souvent on se prend des râteaux. Mais c'est ça le jeu aussi. Si c'est trop facile, c'est pas drôle. Une bonne perche. Ouais, une belle perche. Ah, ça c'est chouette. Ouais, c'est ce là. Allez, vas-y. Pas la perche. La petite photo. Allez. Il est content comme un gamin. Non, relâche tout. Non, on ne garde pas aucun poisson. Juste pour le plaisir d'attraper et de les relâcher dans leur milieu naturel. Ça c'est le top. Pour profiter pleinement du décor, Cécile et Franck ont fait le choix d'un logement insolite. Ils vont passer la nuit dans un chalet flottant accessible uniquement par bateau. Bonjour Karim. Bonjour, ça va Cécile, ça va Franck? Ça va. Je vous laisse découvrir alors votre petit chez vous. Voilà. Donc, c'est une petite trop pièce bien. de vie. Voilà, hein, petite chambre, vous regarderez la salle de bain, hein, la terrasse extérieure. Voilà. Ouais, c'est un petit peu la zen attitude. En fait, ce que viennent rechercher les gens ici, c'est la quiétude. Hein. Si on est encore avec un ordinateur et puis qu'on se dit on n'a pas de wifi, c'est peut-être qu'on a loupé l'essentiel. C'est vraiment calme, stable, franchement, minimaliste, j'adore. On a une vue magnifique. Non, c'est génial. Les lacs et les rivières du Cantal apportent une bouffée de fraîcheur bienvenue et donnent parfois au département des faux airs de Canada. Tu es là, Christian? Sophie! Dis donc, c'est joli ici cette cabane. C'est un peu le mythe de la cabane, hein, le symbole de la pureté, Ah ouais. de la simplicité. T'es bien là dans les C'est arbres. presque une caricature, parce qu'on est vraiment très haut au-dessus de la canopée. Et ici, ça t'inspire un petit peu pour écrire, parce que tu as beaucoup écrit sur ton histoire, ton parcours avec Paola. Tu as travaillé avec des grands réalisateurs, des grands documentaristes. Tu le relates d'ailleurs dans certains ouvrages comme celui-là? Oui. Tu as volé un petit peu partout. Le monde à vol d'oiseaux, voilà. Oui, c'est ça. Je les vois, tous ces oiseaux, les oies. Les oies cendrées, là on est en vol pas loin de Riac, au-dessus du château de Conros. Au départ, ton idée de voler avec les oiseaux, c'était de remettre certaines espèces sur des nouvelles voies migratoires, c'est ça? Oui, absolument. L'oinen qui a disparu, victime des abus de la chasse là où elle passait l'hiver, elle se reproduisait en Scandinavie. Et j'ai eu cette idée incongrue, insolite, folle, de proposer à de nouvelles générations d'oinins d'aller hiverner sur des sites protégés. Mais comment faire? La seule solution, c'était de voler avec ces oiseaux. Ça n'avait jamais été fait. Et j'ai cru en mon rêve.
J'ai vu ce rêve il y a longtemps. Donc je crois, j'ai dû rester enfant quelque part parce que je continue à faire des cabanes dans les arbres. Oui, je vois ça. Alors, c'est l'heure des bébés maintenant. Voilà, ils sont sages. Alors, tu fais attention à tes pieds maintenant. Oui. Maintenant, tu regardes tes pieds tout le temps. Ah oui, mais il ne faudrait pas leur marcher dessus. Oh, bébé, bébé. Bébé. Mais où vous allez? Allez. Il s'agit de quel oiseau là? Alors ici, ce sont des bernaches nonnettes. On dit quand même des oisons. Des oiseaux, des petits de loi. Des petits de loi. Ok. Et une petite grue, un gruon. Rouquin. Ils sont nés quand ces petits oiseaux? Alors ici, tu as des petits qui ont 5 jours à 1 semaine, tu vois. Les bernaches bébés, là, les oiseaux que nous avons devant nous, elles ne vont pas voler tout de suite. Avant de voler, qu'est-ce qu'il faut leur apprendre? Alors donc, comme tu peux voir, elles ont vraiment confiance en nous. Donc elles nous considèrent comme leurs parents. Et donc là, c'est le phénomène d'imprégnation. Donc il y a un attachement entre eux et nous. Et ils considèrent que nous sommes leurs parents, leurs protecteurs. L'attachement est réciproque, parce que quand on les voit, là, ils sont vraiment, vraiment trop mignons. Oh, ne vous bagarrez pas, les enfants. Ça, c'est vil, hein. Ça, ne vous bagarrez pas, les enfants. Ah, mais oui, mais là, celui-là est très bagarreur. On est vite dissipé, hein. Et donc, ça, c'est l'imprégnation. Ça, c'est l'imprégnation. Okay. Ensuite, il y a une phase de désensibilisation. On va les habituer à entendre un bruit de moteur. Ok. Et en fait, le but, c'est que quand elles entendent un bruit de moteur, elles trouvent ça super. Pourquoi? Parce que ensuite, elles vont voler avec nous en ULM. Tu veux que je te montre? Oui, volontiers. Allez, on va faire ça. Allez, prochaine étape. Hop là. C'est un bruit qui est censé les effrayer normalement. Non, ça les attire. Allez, on va marcher. On marche toutes les deux ensemble. Ok. Allez les bébés. Les bébés. Mais à chaque fois, tu te dis que tu as quand même une grande responsabilité parce qu'il ne faut pas qu'ils se perdent. Oui, c'est ça. Ouais. Ça serait ton angoisse d'en perdre un? Oui, c'est pas imaginable. Ah oui. Écoute, j'avais jamais eu la chance de faire ça, mais je trouve ça vraiment trop mignon, je dois te l'avouer. Je vais m'attacher, tu sais. Mais je crois qu'ils t'ont imprégné. C'est ça. C'est gentil, ça me touche beaucoup. Yeah. C'est parti. Voilà, nos oiseaux arrivent. Eh ben, on va décoller. Charlie Fox aligné en 19, on décolle avec les oiseaux. C'est magique. C'est parti. Incroyable. On vole avec les oiseaux. Salut les oiseaux. Salut ma belle. Oh, bravo. Elles sont belles, hein? Ouais, elles sont belles. Elles sont magnifiques. Superbe. Waouh. Donc on prend doucement de l'altitude.
conditions idéales là. Ah oui. Les paysages sont absolument magnifiques. Je crois que j'ai rarement vécu quelque chose d'aussi fou quand même. Aussi fort. Hein. Ah oui, vraiment. C'est fou parce que vraiment ils nous frôlent là les oiseaux. Ah. Donc on ne peut pas se lasser de moments comme ça. C'est extraordinaire. T'as toujours la même émotion toi à chaque vol? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de vol pareil. Et de pouvoir faire partager ces moments très intenses, c'est un privilège que m'accorde l'étoile. Tu vois là, je pense très fort à Paola qui m'a raconté sa passion pour les oiseaux et le rôle important qu'elle joue pour eux. Absolument. Je profite d'être en l'air pour remercier les oiseaux pour ce vol exceptionnel et pour te remercier très sincèrement, mon cher Christian, et à travers toi, Paola, parce que vous m'avez permis de vivre un moment absolument exceptionnel. Et ça me touche beaucoup et ça m'émeut beaucoup de pouvoir vivre ça. J'aime bien dire que ce sont comme des petits instants d'éternité. Oui, vraiment. Merci les bernages à Kourou. Sublime. Bonjour madame. Bonjour, je souhaiterais un parapluie d'Aurillac s'il vous plaît. D'accord. Quel coloris vous souhaiteriez? Le bleu marine. Plutôt le bleu marine? Je vais vous l'ouvrir. Depuis le 19e siècle, Aurillac est considérée comme la capitale française des parapluies. Et aujourd'hui encore, ils sont réputés pour leur robustesse. On est sur de la fibre de verre, c'est hyper souple, c'est très résistant. Ça résiste au vent, il n'y a pas de souci, ça arrive dans tous les sens. On est l'une des plus anciennes manufactures de parapluies. On a été créé en 1884 à Aurillac. Aujourd'hui, on est labellisé entreprise du patrimoine puisqu'on est les derniers à Aurillac à fabriquer du parapluie. Aurillac, c'est une ville pluvieuse. Ce sont les premières montagnes que rencontrent les nuages qui proviennent de l'Atlantique. Donc on a de la pluie, d'ailleurs on appelle ça le pays vert. Le Cantal, c'est le pays vert. Et donc à Aurillac, c'est pour ça aussi qu'on a fait du parapluie à l'origine. Les premiers à avoir fabriqué des parapluies, ce sont les bergers du Moyen-Âge qui se trouvaient désœuvrés pendant les longs mois d'hiver. La production s'est peu à peu industrialisée. Et au plus fort de l'activité, dans l'entre-deux-guerres, on y fabriquait plus d'1 million de parapluies par an. Bon, Sandrine, c'est pression, ça marche? Aujourd'hui, l'atelier Pigagnol est le dernier encore en service. Il a été fondé par l'arrière-arrière-grand-père de Mathieu. Ce parapluie, c'est le parapluie de berger, c'est le modèle iconique de la maison Pigagnol. On a commencé au 19e siècle avec ça. C'est le plus grand des parapluies. C'est un abri dans les montagnes. Donc plus il est large, mieux ils sont abrités. Les bergers, à juste titre, craignent beaucoup la foudre. Et donc en fait, par exemple, sur ce parapluie, vous voyez, ici, on appelle cette pièce le tape-à-terre. Comme son nom l'indique, ça tape à terre. Et on a supprimé la partie métallique. Ce n'est que du bois. Alors attention, il ne vous protège pas de la foudre, mais au moins on a réduit le nombre de pièces métalliques. Le ciel du Cantal a toujours été une source de préoccupation. Quand ce n'est pas la pluie qui tombe en abondance, ce sont de violents orages qui déchirent le calme des volcans endormis. Ce ciel tumultueux est une aubaine pour la recherche scientifique. C'est donc dans le Cantal que s'est installé le seul et unique laboratoire de recherche sur la foudre. Raymond Piccoli y a consacré 30 ans de sa vie et il a ouvert ce petit musée pour informer sur les dégâts qu'elle peut causer.
ici, vous avez ce qu'il reste d'une partie d'un châssis de voiture et le restant de la structure a également été très endommagé par les très hautes températures. Et ici, on a une fusion quasi complète du châssis du véhicule. Dès qu'il en a l'occasion, ce scientifique chevronné part sillonner les routes du Cantal pour étudier au plus près les impacts de foudre. Le Cantal est un endroit absolument extraordinaire et fabuleux pour étudier les orages et bien entendu la foudre. On n'a quasiment aucune industrie, voire pas d'industrie du tout. On n'a pas de pollution. C'est un véritable laboratoire à ciel ouvert. Comme un détective sur une scène de crime, Raymond cherche à reconstituer les événements pour tenter de percer les mystères de la foudre. C'est un arbre qui a été foudroyé par un impact de forte puissance et qui a été entièrement détruit, carrément jusqu'à la souche. Donc de nombreux morceaux ont été propulsés, certains à plus de 40 voire même 50 mètres pour l'un. Il y a encore énormément de choses à découvrir. On connaît pas mal de choses, mais au final, je vous dirais qu'on connaît beaucoup mieux le processus de naissance, de vie, d'évolution et de mort d'une étoile dans notre galaxie qu'au final le phénomène orageux. Le ciel du Cantal n'est pas toujours aussi colérique. Il peut même offrir de grands moments de sérénité. Le département possède l'air le plus pur de France et certains attendent la nuit tombée pour en profiter à leur manière. Bonsoir, vous venez pour la soirée d'astronomie? Oui. Oui? Eh bien écoutez, c'est par ici. Regardez, mon mari vous attend. Avec le télescope. Voilà. Bonsoir. Sur ce haut plateau, à 900 mètres d'altitude, Didier et Dominique jouissent d'un terrain idéal pour observer les étoiles. On a eu l'idée d'organiser ces soirées astronomiques pour essayer de faire comprendre aux gens et leur faire toucher du doigt en fait qu'est-ce que c'est que l'univers. Je suis fabricant de ces télescopes. J'ai une entreprise ici, je travaille à la maison, j'ai la chance d'avoir l'atelier ici. Et puis nous avons la chance d'avoir une commune qui éteint les lumières à 11h30 le soir. Et donc de ce fait, eh bien, tout est propice à faire de l'observation nocturne et entre autres eh bien, des astres. Là, on est sur un amas ouvert. C'est un groupe d'étoiles qui sont nées dans ce qu'on appelle une nébuleuse, une pouponnière d'étoiles. Ouais, comme une petite boîte à bijoux sur un fond de ciel noir. Vous n'avez pas vu l'étoile filante? Il y a une part de plaisir contemplatif, ce potentiel absolument gigantesque d'étoiles et de possibles, de mondes différents. Ça fait rêver, je trouve, ça fait voyager. De jour comme de nuit, le ciel du Cantal est toujours un spectacle. Il suffit simplement de lever les yeux. C'est vraiment charmant, Murat. En plus, aujourd'hui, c'est jour de marché. Ouais, c'est très actif le vendredi matin. C'est un marché qui est très coté dans la région. Puis tu vois, le décor, il est assez magique ici. Il y a toutes les spécialités locales en plus, ça sent bon là. Ouais, la gastronomie auvergnate mise en avant. C'est ça. Ouais. Dis-moi, quand on est originaire des Alpes comme toi, comment on les regarde ces sommets cantaliens?
au début, on peut s'en amuser un petit peu quand on arrive et qu'on est un peu surpris par la hauteur. Et puis en fait, passer les premiers secours, on se rend compte qu'il faut un petit peu d'humilité parce que c'est quand même une montagne rustique et il faut s'en méfier. Bien sûr. Ouais. Je vois que ce village, il est construit vraiment sur cette colline là. Ouais, il est accroché à la montagne et historiquement, ça a été une cité très puissante au 11e, 12e siècle qui était fortifiée. Du coup, il est né un dicton de ces fameux remparts qui n'existent plus maintenant et qui dit un jour un mur mura mura et mura murmura. Attends, un jour, un mur. Mura, mura, et mura, murmura. Ah oui, très bien. C'est resté depuis. C'est ça. Alors voilà le bâtiment où a été hébergé, qui est vraiment le fief c'est là où tout a du commencé. PGHM. Nos anciens étaient hébergés ici à la création, là en 71, et ils sont restés là une quinzaine d'années avant d'être rapatriés sur la nouvelle caserne qui est en périphérie. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. On peut goûter un cornet? Bah oui, avec plaisir. Allez. Alors il paraît que même pendant le service, on peut goûter les cornets de Murat. Mais bien sûr. Les voilà? Oui, et c'est sans modération. Ah, mais c'est gentil ça. On se lance? Allez. Ah oui. C'est une petite tuile, en fait, mais qui a une forme bien particulière. Ah oui, qui a la forme d'une corne. Corne de salaire. Voilà, qui nous rappelle nos belles vaches salaires. Et moi, quand je les présente comme ça me fait penser à un volcan. Parce qu'on est quand même sur une terre volcanique. C'est vrai. Oui. Mais moi, j'aime bien cette idée que ce soit un volcan, soit une corne de salaire. Complètement. Ça fonctionne bien. À chacun son interprétation. Voilà, c'est ça. Mais tout le monde ici à Murat connaît ou sait faire les cornets de Murat. sait faire les cornets de Murat. Ah oui. Les gens, ils aiment bien ramener un souvenir, ils ramènent le cornet de Murat. C'est une très bonne idée. Je vais en prendre. Merci, mesdames. Merci à vous. Bon, si tu veux bien, Sophie, on va se dépêcher un petit peu. Ouais. Il y a les collègues qui attendent là pour aller faire l'exercice en montagne. Qui va consister en quoi alors cet exercice? Donc aujourd'hui, on met en scène un randonneur qui a fait une chute au pied d'une cascade dans une vasque. Ok. Bon, rassure-moi, je vais pas servir de cobaye. Non, on a tout ce qu'il faut. Bon. Donc embarquement ici, on se rend sur la zone d'entraînement. Pour l'embarquement-débarquement à Puy-Patin, je vous laisse prendre une longe et vous sécuriser. Par contre, une fois que je vous sors pour le treuillage, c'est moi qui vous désécurise avant de vous descendre. Bon, on a notre victime qui est ici, on la met en place et on attaque. On vient de sauver. Ça marche, je vous attends. Ouais, Jean-Mi de Christo. Ouais, du coup, je viens de retrouver la victime. La victime, elle est au-dessus de la cascade des Vergnes, juste devant le précipice. Ouais, ok, je suis sur zone. Top exercice, tu peux mettre en route. Je suis très impressionnée. Hein. Ah ouais? Waouh! Quand on se promène, on n'y pense pas au danger. Et puis, il suffit d'une cheville foulée pour avoir un pépin. Et vous êtes là pour nous sauver, bien nous chercher. Un petit bobo en montagne prend tout son sens parce qu'il n'y a pas d'accès. Et nous, l'accessibilité, c'est le point dur de notre métier. Ouais. D'où l'importance de ces exercices qu'on est en train de faire ensemble aujourd'hui. C'est d'être prêt le jour J. Voilà. Tout accroché, ok les gars. Ici, aider.
Ça va, Erwan? Ça va. Tu te sens bien? Parfait. Ouais. Ok. Encore 5 mètres. 1, 2. 1, 2. Voilà monsieur. Ok, de l'autre côté, c'est d'être en lieu sûr. Ouais, ok, full, pour nous c'est bon, Finex, tu démontes en sécurité et on fait un débrief ici. Tu te revois jeune quand tu as commencé, quand tu t'es dit non mais vraiment je veux faire partie des secours en montagne? Ouais, avoir un métier qui a du sens, c'était important pour moi. Et un métier pour les autres, dans un cadre magnifique. On est tous passionnés de montagne et on a réussi à conjuguer tout ça pour en faire le métier qu'on fait maintenant. Moi, je voulais te remercier de ne pas m'avoir proposé de jouer le cobaye parce que je crois que j'aurais pas réussi. Et moi, j'aurais eu peut-être un peu les pétoches, pour être très honnête avec toi. Mais plus sérieusement, je voulais te remercier de m'avoir accueilli parmi vous. Vous faites un métier formidable et vous êtes vraiment nos anges gardiens. Donc, merci et bravo pour tout ce que vous faites. Bon. Je me permets de te remettre notre écusson de l'unité. Merci. Voilà. Quelle fierté. Il est très beau cet écusson. Ouais. C'est pas très protocolaire. Mais j'ai envie de te faire un câlin. Merci beaucoup. Je t'en prie, avec grand plaisir. Salut les gars. Ça va? C'est beau comme ça, en respectant un peu le calpinage qu'avaient posé les anciens. La vieille paix, comme celle-là, elle est jolie. Ça a une patine quand même autre que la pierre neuve. À Saint-Flour, le parvis de la cathédrale se refait une beauté. Et comme partout dans la région, c'est la pierre volcanique reconnaissable à sa couleur grise qui est mise à l'honneur. Donc on est sur de la pierre de Bouzantès, la lave volcanique du pays. Et cette pierre est identique à la pierre qui a été utilisée pour bâtir la cathédrale de Saint-Flour. Donc une pierre résistante, une pierre dense, une pierre qui a du caractère. On voit bien la présence de cavités. Donc les cavités, c'est les bulles de gaz quand la lave a coulé. Et là, on sent vraiment la coulée du volcan qui apparaît sur la texture de la matière, sur la texture de la pierre. Emmanuel est le descendant d'une longue lignée de tailleurs de pierre. Il exploite cette carrière à proximité de Saint-Flour. C'est ce gisement qui a fourni les pierres nécessaires à la construction de la ville au Moyen-Âge. On est sur la coulée du plus grand volcan d'Europe, le volcan du Cantal. Donc c'est une coulée qui date de 4,5 millions d'années. C'est une masse de blocs qui ont été pré-découpés par la nature, déjà préformés, qui sont enchevêtrés un peu les uns dans les autres, tel un pulse. Donc après, la difficulté est de trouver la faille pour qu'on puisse décrocher le bloc de la falaise. Quand c'est trop noué, on fait des trous et on a recours à l'explosif. Dans la famille Hébrard, on se transmet le métier de père en fils depuis 6 générations. Et Roger, le père d'Emmanuel, travaille encore à la carrière malgré ses 76 ans. Mon père forme mon fils aîné Enzo, qui est la 6e génération. Et en ressources en matière première, avec ce gisement, plus un en sommeil, je pense avoir 1 à 2 générations de ressources en matière première pour alimenter l'atelier. Ouais. À l'atelier, les blocs sont sciés et sculptés pour fournir du mobilier urbain résistant à toutes les intempéries. Il y a 30 ans, la pierre de lave était réservée aux monuments funéraires et aux pierres tombales. Mais Emmanuel a choisi de dépoussiérer son image en lui faisant pénétrer l'univers du design.
Avec un peu de créativité, on a réussi à donner d'autres destinations à ce matériau qui s'y prête énormément. Les designers viennent vers nous parce qu'ils savent aussi qu'on a un peu cette folie. Plus au sud du département, dans la vallée du Lot, c'est un autre type de pierre qui orne les toits des maisons. Il s'agit de toitures en lauze que l'on retrouve sur toutes les demeures anciennes et qui donnent un charme typique au village du Cantal. Comme ici, à Vieille-Vie, où la toiture du château a besoin d'une intervention urgente. Et moi, je commence à trier l'ose pour aller plus grande. Et Stéphane, tu tailles. Ouais. Et moi, je vais voir ça là-haut. D'accord, on y va. Ludovic et Dominique sont deux frères spécialisés dans la rénovation des toitures en lauze, qui requièrent une technique bien particulière. C'est une couverture en tierçage, c'est-à-dire que là où n'importe où on perce dans la toiture, il y aura 3 épaisseurs de lauze qui fait l'étanchéité. À la fin, ça fait un effet comme un poisson, une toiture avec des écailles de poisson. On a différents tons de couleurs. Lorsqu'elle est patinée, bon, on voit qu'elle est toute grise, mais lorsqu'elle est renettoyée, soit à la brosse, soit à la truelle, elle ressort toutes les couleurs et ça fait un panachage sur un toit multicolore. On peut avoir des bleus, des roses, des grises. Dans ce village, les lauzes sont faites à partir du schiste, une pierre extraite localement et qui se taille sans difficulté. Là, c'est des lauzes qui ont 150 ans ou 200 ans. On les retaille, ça permet de vérifier si elles sont bonnes ou pas bonnes. Comme celle-ci, on la raccourcit un peu, jusqu'au point de trouver le rocher qui soit dur. Et après, on refait un trou. Voilà, et après c'est reparti pour un tour. Et là, c'est reparti pour 100 ans. Voilà. Les deux frères et leur apprenti sillonnent tout le département à la rescousse du patrimoine en péril. Ce jour-là, ils vont intervenir dans l'un des plus beaux endroits du Cantal, le site du Puy-Marie, où un ancien buron est en cours de rénovation. Du coup, vous allez faire quoi aujourd'hui? On va continuer à couvrir derrière. À l'arrière, le versant arrière, il doit rester 1 mètre, 1,50 m. Ok, super. On a déjà monté les lauses sur le toit. Et il ne manque plus qu'à les couvrir. Le buron du Tournel a été construit en 1833. C'était une ancienne maison de berger qui servait à fabriquer le fromage pendant les mois d'été. Il y a 5 ans, Frédéric a commencé les travaux pour le rénover à l'identique. Quand je l'ai acheté, il y avait de la végétation à l'intérieur. Les murs les plus hauts étaient à peu près à ça et tout était écroulé. Il n'y avait plus de toit, plus de murs. Maintenant, le projet est quasiment fini et je suis bien content d'avoir eu cette idée de fou du départ, de vouloir le rénover. Oui. Esthétiquement, la lauze, moi je trouve ça sublime. On est dans un habitat quand même très rustique, très solide. Il y a des vents à plus de 160 km/h pendant l'hiver. Il faut donc quelque chose qui soit solide, lourd et à la fois esthétique. Et la lauze est faite pour ça et comme ça. Le Cantal est un territoire minéral et ses constructions anciennes en pierre de lave rappellent le lien qui unira toujours les hommes et les volcans. Tu vois, ce petit réveil là, au bureau de Mèche Coast, c'est quand même magique. Hein. Ouais, c'est un peu frais hein, quand même. Hein. Ouais, bah je te vois en short là, tu me donnes froid. Ouais, mais on est habitué à la misère. Ouais. Le bureau, ça fait vraiment partie du patrimoine ici dans le Cantal. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'au bureau de Mèche Coast? Eh bien, moi, je voulais reprendre un refuge, quoi, donc celui-là se libérait, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Donc j'ai fait une saison d'hiver avec l'ancien gardien, et moi, je suis là depuis 10 ans. Et tu y es bien?
Quand tu restes autant d'années, c'est que t'es bien. Ouais. Parce que c'est un métier qui est quand même assez exigeant. T'es là combien de mois par an? Ouais, entre 9 et 10 mois par an. Ah, quand même. Ouais. Et quand t'es pas gardien de refuge? Je me repose. Un repos bien mérité. Voilà. Hein? Le repos du guerrier. Le repos du guerrier. Dis-moi, le guerrier, t'as pas des gens à réveiller? Ben si. Si? Je te remercie de me le rappeler. Non, mais c'est parce que l'heure tourne. Ah, là, ils ont fait une sacrée grasse mat. Et c'est grasse mat, là. Oh là là, c'est le bordel ici, mais c'est affreux. À tout à l'heure, Anthony. Ouais, tout à l'heure. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Ça va? Ça va. Je t'ai vu grimper. La courageuse. Oui. Ça grimpe pour venir ici. Ouais, mais qu'est-ce que c'est beau. La récompense, là, de la vue. Ah ouais. Ici, le bureau de Mèche Coast, c'est le point de départ de notre randonnée. Voilà, Je on va t'attendais. marcher quand même sur le plus grand volcan d'Europe. Hein. Ouais, formidable. Puis là, on va voir ce qu'on va voir, peut-être des animaux aujourd'hui. On est dans une nature sauvage. Les animaux sont libres. Ils ont leur rythme aussi. Donc voilà, si on tombe bien, si on a de la chance, on verra peut-être des choses. On a vraiment des odeurs de fleurs, là, les genêts qui sont très forts. Ouais. Tiens, on va faire un petit point d'écoute. En fait, quand on va observer la faune, c'est bien d'éveiller un petit peu tous ses sens. Alors, il y a la vue, ok, mais il y a aussi l'écoute. C'est pour moi une manière un peu de s'immerger dans ces paysages. Je te propose qu'on fasse un petit moment de silence. On peut fermer les yeux parce que ça aide à écouter un peu mieux. Alors, c'est notre premier contact avec la faune locale, t'entends? On entend que la nature s'éveille. J'entends des oiseaux. T'as entendu le coucou? Juste là. Je l'entends là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, ce sont des myrtilles, t'as vu les toutes petites clochettes de fleurs là, regarde. Les myrtilles sauvages? Ouais, regarde comme c'est magnifique. Ça fait comme des petits ballons là. Faut pas trop venir prélever dans la montagne. Hein. Alors, faut prélever raisonnablement, toujours à taille familiale, quoi. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose en fait. Ça bouge là-bas? Tiens, regarde dedans. Oh! Tu la vois? Mais oui, il y a une maman, mais il y a un petit derrière. Ce sont des chamois. D'accord. Dans cette vallée, au niveau des comptages, on est à 200 cervidés, c'est énorme. Ah, c'est une belle population. Voilà, la population de cerfs, elle s'est développée dans tout le Cantal. Ici, dans le massif cantalien, il y a 3000 cerfs. Ça se trouve, ils nous entendent. Hein. Ils nous sentent surtout, je pense, parce qu'ils peuvent nous sentir à 300 mètres. Hein. C'est un vrai grimpeur, c'est un alpiniste, le chamois. À sa façon, c'est le gardien des montagnes aussi. Ouais, c'est ça. Ah oui, carrément. On va se mettre comme ça. Oui, comme ça. Tu vois? Voilà. Attends. Tiens, un chapeau. Un chapeau, tiens. Okay. Voilà. Est-ce que tu es bien installée? Alors moi, je suis comme dans mon salon, là. Au top, trop bien, le canapé. Parfait. Oh, mais qu'est-ce que tu as dans ton sac? Ok, amener un bois de serre. Magnifique. Donc déjà, le bois, il va tomber naturellement en février-mars. Et tout de suite après, là, le bois va commencer à repousser. Et tu as chaque petit trou, c'est un endroit où le vaisseau passait, quoi. Et ça, c'est comme une empreinte digitale. Et alors on imagine, hein, quand ils portent ça sur leur tête.
Tu sais que ça peut peser jusqu'à 4 kilos le bois de cerf. 8 kilos sur la tête. Qu'est-ce qui t'a donné l'amour pour cette nature et cette faune et cette flore aussi qui y vit? Waouh, ça remonte à loin. Parce que je crois que j'ai toujours baigné un peu dehors depuis ma petite enfance. Je trouve que quand on est là, on se sent vivant parmi les vivants, en fait. Tu vois, par exemple, cette montagne, c'est elle la maison, quoi. C'est elle la maison des myrtilles, c'est elle la maison des genêts, c'est la maison des chamois, des marmottes. Donc nous, on rentre chez eux, là. On devrait frapper, on devrait se déchausser, marcher pieds nus. Oh Jean-Mi! À bientôt. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ouais. Pleine forme? En pleine truffade? Ouais. La fameuse. Salut! Hey, salut! Ça va? Ah Jean-Mi, ça va? Ouais, toi ça fait. Ouais, ça me fait plaisir de te retrouver. Ouh, la bonne truffade! Ça sent bon, on a faim! Elle est magnifique cette truffade! Ah bah évidemment qu'elle est magnifique. Et Jean-Mi, la truffade dans le bureau, quand même, ça ne se refuse pas. Et puis c'était à l'époque pour tenir au corps. Hein. Ouais. Les journées étaient longues et froides. Ah bah, c'est généreux. Attends, elle file bien. T'as mis du fil dans la truffade. Ça fait combien de temps, tu m'as dit, Anthony, que t'es installé ici? Ça fera 10 ans à la fin de l'année. Ah ouais, donc 10 ans de refuge, 10 ans de truffade. Exactement. C'est le même menu toute l'année, depuis 10 ans. On a fait une super randonnée là au-dessus. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Allez. Ça va, Jean-Mi? Ça va bien. Là, tu viens voir ton copain, mais pas seulement. Tu viens aussi prendre des informations sur les gens qui sont en rando en montagne, là? Ouais, c'est pas que de l'amitié, entre parenthèses. Hein. Nous, on y monte très souvent, parce qu'en taux, pour nous, c'est un petit peu notre agent de renseignement sur la montagne. Hein. C'est un peu la vigie, comme tous les gardiens de refuge en France, hein, et partout dans le monde. C'est arrivé que des personnes se perdent en montagne, ne retrouvent plus, par exemple, la trace du buron, que Anthony, tu sois inquiet, que tu préviennes le PGHM pour un secours en montagne? Ah bah oui, j'en ai... C'est un donneur d'alerte. Ouais. Très bon. Et c'est intéressant que je sois à table avec vous parce que j'imagine que vous avez tous les trois une perception différente de ces paysages. Je suis curieuse de savoir quelle saison vous préférez ici. Franchement, moi, j'en ai pas. T'en as pas? Non, Ouais. à chaque saison, ça a son charme, en fait. Ouais, vraiment. Je peux pas choisir une période. Donc c'est super dur de choisir. Mais moi, j'y rajouterais en plus l'activité physique. Période chaude, on va aller grimper, on va courir, on va faire du trail. Et passer à l'automne, on s'adapte un petit peu, on attend les premières neiges. Et après, ça y est, c'est reparti pour une autre activité, le ski de rando, la cascade de glace. Une saison chasse l'autre. Et du coup, on se lasse pas de ça. Et toi, Anthony? L'hiver. Le ski. Ah, ancien pisteur secouriste, moi, il faut que je skie. Ah oui. Mais je suis aux premières loges. Dès qu'il y a une bonne chute de neige, moi, je fous le camp, quoi. Allez, je ferme le bureau et je pars là-haut. Voilà, exactement. Il n'y a personne avant moi, quoi. C'est chouette. Tout ça, ça fait partie de votre quotidien. Et vous jonglez les uns et les autres avec tout ça. Et vraiment, merci pour ces moments que vous m'avez fait vivre, chacun à votre façon. Mais on a droit à un deuxième service ou pas? Ah oui, oui. Vous avez les aubépines qui sont fleuries, les boutons d'or, les renoncules. Il y a 2 petits coquelicots, là, regardez comme ils sont mignons. Dans le Cantal, l'arrivée du printemps s'annonce toujours en fanfare par une soudaine explosion de couleurs. Ce qui domine, eh bien, c'est le jaune et le blanc. Après, il y a quelques taches, évidemment, de bleu avec le myosotis. Il y a les campanules qui commencent à s'épanouir. Mais c'est vrai que le printemps est surtout en jaune et en blanc. C'est la saison préférée de Laurent, qui organise des balades botaniques à la découverte des fleurs sauvages. Ça, c'est la berce, la grande berce. On peut vraiment la cuisiner en quiche, en tourte. Des beignets. Laurent s'intéresse particulièrement aux fleurs comestibles. Il a écrit plusieurs livres de recettes et il se promène sur les sentiers comme dans un supermarché à ciel ouvert. Regardez, c'est la matricaire discoïde ou la matricaire odorante. Alors si vous voulez froisser la plante, je sais pas, une volontaire.
Vous sentez, normalement, ça doit vous faire penser à quelque chose. L'ananas. Bravo! C'est vrai? Oui. Incroyable. On peut faire par exemple un sauté de porc à l'ananas, sans le fruit, mais avec de la matricaire. Le public est des fois étonné qu'on puisse faire autant de recettes avec des plantes sauvages, des plantes des fois qui sont qualifiées de mauvaises herbes. On peut passer à côté sans les voir, mais elles peuvent être vraiment d'une richesse vraiment incroyable au niveau saveur. Le groupe est ensuite invité à passer en cuisine pour découvrir des recettes savoureuses, 100% végétariennes. On a l'impression de manger de la santé, de se nourrir sainement. Voilà. Et c'est très très bon. C'est des feuilles de nombril de Vénus farcies de fromage de chèvre frais. Là, vous avez un taboulé à l'ail des ours. Là, vous avez le tzatziki à la pimprenelle et la salade de lentilles parfumée au lierre terrestre. C'est une connaissance que nos lointains ancêtres, les hommes préhistoriques, maîtrisaient à l'époque où nous étions cueilleurs et chasseurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on doit se réapproprier. C'est savoureux et c'est gratuit puisque c'est Dame Nature qui offre. Sur le plateau de l'Aubrac, c'est une fleur bien particulière qui fait son apparition et parsème les prairies d'une blancheur délicate. La narcisse des poètes, fragile et au parfum enivrant, ne fleurit que 2 semaines dans l'année. Laurent et Sébastien sont éleveurs bovins. Mais à chaque printemps, ils interrompent leur activité pour se consacrer à la récolte, à l'aide de ces machines roulantes de leur fabrication. C'était avec nos parents qu'on les ramassait. Et on a attaqué depuis l'âge de 10 ans. Ça fait 40 ans qu'on ramasse des narcisses. La narcisse est une fleur sauvage et capricieuse. On ne sait jamais où elle va apparaître, ni en quelle quantité. Mais les éleveurs bichonnent leurs prairies pour favoriser l'éclosion. Pour avoir des narcisses, on met très peu de lisier et pas d'engrais. Et surtout, on ne met pas les bêtes dans la parcelle. Parce que le piétinement, ça les détruit. Chaque année, on ramasse des narcisses et il y en a toujours, quoi. Donc, de les ramasser, à la finale, ça ne les détruit pas. Après, on ne le ramasse pas à 100% non plus, il en reste toujours quelques-unes. Voilà, on essaye de les préserver au maximum. Les narcisses sont une marchandise précieuse, car elles intéressent l'industrie de la parfumerie. Leur vente représente donc un bon complément de revenus pour les éleveurs. Et chaque jour, les 2 frères reçoivent la visite de Robert, qui vient récupérer ses tors blancs de l'Aubrac. Bon, c'est parfait. Ça va, Robert? C'est parti, que ça va. C'est lui qui est chargé de peser tous les sacs de fleurs et d'en fixer le prix de vente. Cette année, 4 € le kilo environ. Ben, c'est la balance romaine, c'est la plus vieille du monde, ça. Oui, mais c'est la plus efficace. Tu vois, là, il ne bouge pas, là. Faudrait pas qu'il nous truande. Robert est une figure bien connue dans la région. Ancien épicier ambulant, il a sillonné les routes de l'Aubrac pendant toute sa carrière. Et chaque printemps, il reprend du service pour collecter les narcisses de ferme en ferme. Si je le fais à mon âge, c'est que je me régale. C'est la meilleure saison. Hein. C'est beau, il y a des fleurs, il y a des vaches partout. C'est le meilleur moment. Hein. Deux fois par jour, Robert transporte les fleurs fraîchement récoltées jusqu'à cette usine.
Chaque année, c'est en moyenne 80 tonnes de narcisses qui sont traitées ici avant d'être envoyées à Grasse, chez les parfumeurs. On étale les fleurs au sol pour pouvoir les aérer, pour éviter tout démarrage de fermentation au niveau des fleurs, parce que si jamais les fleurs fermentent, forcément elles perdent de la qualité et au niveau olfactif, elles ne correspondent plus à ce que l'on recherche. Ce qui intéresse les parfumeurs, c'est que c'est une fleur qui a beaucoup de caractère et qui est puissante et subtile à la fois. Et ça allie puissance et douceur dans le parfum, quoi. Dans ces cuves, les fleurs vont subir une extraction afin d'en concentrer les propriétés olfactives. Une fois mises en flacon, c'est un peu du parfum de l'Aubrac qui sera disséminé bien au-delà de la région. Bonjour Marilyn. Bonjour. Qu'est-ce que c'est beau vers chez toi. Oui, mais je te dirais pas le contraire. Bon, mais ravie de te recevoir. Merci. Ici. Et dis-moi, t'es bien entourée parce qu'en venant à Lanches, là, je me suis dit, je vais rencontrer les belles vaches salaires. Et qu'est-ce que je vois là? Oui, c'est mon troupeau de chèvres angora. On a aussi des salaires sur la ferme, mais là, on est sur le côté chèvre. Ouais, on entend leur cloche là au loin. Il y a toujours un troupeau de salaires quelque part. Oui. Bon, revenons à nos moutons, enfin plutôt à nos chèvres. Ton parcours, au départ, c'est pas d'être éleveuse de chèvres. T'as commencé par quoi? J'ai été infirmière, notamment infirmière libérale dans le village, à Lanches, donc pendant 15 ans. Et j'ai fait une reconversion. Je me suis installée donc à la ferme ici, avec mon mari, Nicolas, et Julien, mon beau-frère, qui eux donc avaient un troupeau de vaches salaires et un troupeau de vaches laitières. Bili, 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 bili. Alors, qu'est-ce qui t'a fait tomber sous le charme de ces chèvres angora là, qui ont une laine si belle, si particulière, on dirait des petites peluches? Ah ben oui, vraiment, tu vois la preuve. On a envie de les Même toi, tu es sous le charme. Ouais. Eh ben écoute, c'est vrai que moi j'ai toujours aimé les chèvres et plus particulièrement la chèvre angora parce que derrière on peut transformer leur laine. Donc la chèvre angora, c'est le mohair qui pousse quand même très vite, 1 mm par jour. Donc elles sont tondues 2 fois par an. C'est une tondeuse professionnelle qui vient. C'est des bêtes qui sont adorables, très douces. Et du début à la fin, je suis avec elles dans la douceur. Je vois que tu as eu des naissances, là, c'est la saison. Hein. Oui, une petite retardataire qui est arrivée la semaine dernière. Hop. N'aie pas peur. Et salut. Oh là là. Elle est mignonne. Ah oui. Oh. Toi, t'es née au bon endroit. Hein. On va prendre soin de toi ici. Hein. Pas mes cheveux, hein? Pas mes cheveux, tu le sais, pas mes cheveux, oui. Mais je suis gâtée. Hein. Oui, c'est ça. Toi, t'as des câlins, toi. Ouais. Mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit, qu'il soit aussi proche de toi. T'as vraiment un lien particulier avec chacune de tes bêtes? Oui, vraiment, hein, elles ont toutes leur caractère. Puis du coup, quand je tricote, je pense aussi à elles ou à eux. Ouais. Et ça a du sens. Sophie, je te présente Lucie, ma petite sœur. Bonjour Lucie, on s'embrasse.
Enchantée. Enchantée de même. Tu bosses alors, elle te fait bosser ta grande sœur? Oui, voilà, elle m'embauche pour le prix de la laine, mais en échange, je l'embauche aussi sur ma ferme. D'accord. Et tu as des chèvres angora aussi? Non, je n'ai pas de chèvres angora. Des Moi, vaches j'ai salaires? Non, Non c'est plus pas des salaires, c'est des aubracs. Ouais. Et je fais aussi des porcs et des pommes de terre. D'accord. Voilà. Toi, tu as commencé quand dans ce monde-là? Parce que ta grande sœur, elle, c'est une reconversion. Toi, Et tu pour es. moi aussi, Ah, c'est pour une toi aussi? reconversion, voilà. Oui, je me suis installée en 2019. Ok. Voilà, sur la ferme de nos grands-parents. Voilà. Alors ça, c'est important, ça, de reprendre la succession des grands-parents. Oui. Et je ne suis pas installée toute seule, je suis installée aussi avec mon mari. Tout se passe en famille chez vous. C'est ça. Ah, elle est belle cette laine, hein. Elle est... même au toucher, elle est très agréable et encore, elle est brute quoi. Hein. C'est le printemps, on enlève son manteau laineux. Voilà, c'est tout à fait ça. Du coup, on enlève toutes les impuretés végétales, tout ce qui est aussi sale. Donc là, on est sur 2 chèvres. À peu près, on a 4 kilos. 4 kilos de mohair. Ah ouais. Après, elle part donc dans une coopérative d'éleveurs et elle revient donc soit en pelote, soit en produit fini. Viens, je te montre. Ah, mais moi je croyais qu'on allait tricoter avec des aiguilles à tricoter. Eh bien non, je tricote avec des aiguilles, mais je tricote aussi beaucoup avec cette machine. D'accord. Donc en fait, c'est la machine de nos grands-mères. Je mets mes cartes et ça me sort les mailles qui sont en fait sur la carte. Donc là, je suis en train de faire un snood. Un quoi? Un snood. Qu'est-ce que c'est un snood? Un snood, en fait, donc c'est un tour de cou et je fais 2 tours. Tu vois? Voilà. Ouais. Ah, ils sont super jolis. Ouais. On essaye? Ah ouais. Alors attends. Donc là, je passe mon chariot. Ah, c'est super joli. Et donc, du coup, ça me fait tricoter des reins. C'est vraiment génial. Tu vois ça? on essaye, on fait les essayages pour Allez-y, l'instant, les hein. filles. C'est très agréable à porter. Vraiment. Oui, c'est très léger. Ouais. C'est thermorégulateur. D'accord. C'est doux. Et ça te va bien aussi. Ouais, c'est trop sympa. Dis-moi, Sophie, est-ce que tu veux avoir les sensations de la machine à tricoter? J'osais pas te demander. Ah, moi, je garde mon... Allez, vas-y. Je garde mon bandeau. Donc, vas-y, assieds-toi. Alors attends, j'y vais comme ça. Hein. Ouais, voilà. Ah oui. Ok. Ah oui, ça avance. Ok, je vois. J'aime bien les sons qu'on entend là. Les vaches, les cloches. Ah oui, là, c'est le son de l'estive. Ça fait vibrer ces cloches. Donc, on arrive au troupeau où tout le monde est en train de préparer les vaches. Bonjour. Je vous présente Sophie. Bonjour la petite famille. Enchanté. Salut. Mon beau-frère, mon mari, mes filles, mon neveu. Il y a toute la famille. Et ce beau troupeau. Oui, et troupeau de vaches salaires. Vous en avez combien de vaches? On élève 110 mères salaires. Voilà. Ils sont. Le but, c'est qu'elles élèvent leur veau jusqu'à 10 mois. Voilà. D'accord. Et donc, on va les emmener où? Et on les emmène à l'estive. Parce que bon, on est à 1000 mètres d'altitude et puis on garde le parcellaire plus bas pour faucher, pour avoir les stocks pour l'hiver. Et là, après, elles montent en altitude, elles ont de l'herbe naturelle à pâturer tout l'été pendant les 6 mois qui viennent. Comment vous avez réagi, les garçons, quand Marilyn s'est lancée dans l'élevage de chèvres angora? Bon, bah après, on est ouvert d'esprit, donc on va laisser faire. On est assez ouvert, alors bon, on a réfléchi. Oui, mais dans le bon sens, vous l'avez tout de suite soutenu, Voilà, elle m'a dit ça. C'est les frisettes des chèvres qui nous ont fait. Comme elles sont autant frisées que des défis dans notre vie, donc ça en était un de plus, quoi. Et c'est joli ce que vous êtes en train de faire, les filles, sur les vaches, là. C'est chouette. Dis donc, elle est calme en plus. Oui, c'est ma vache Hortense, elle a 13 ans et très attachante. Ouais, 13 ans que tu l'accompagnes? Oui. Mais t'étais toute petite, dis-moi. Oui, j'avais 3 ans. Oh là là. Et depuis de l'âge de 3 ans, tu l'accompagnes? Je suis tombée amoureuse de la vache salaire depuis toute petite. Ouais. Et je me suis même pas posé la question en fait. Elle est venue à moi. Ouais, et tu aimes en prendre soin? Oui. Ouais. Et toi aussi, alors, t'as ta vache préférée? C'est une bourrette, donc voilà. C'est quoi une bourrette? Une bourrette, c'est une génisse âgée de moins de 2 ans. Ok. C'est la fille à Hortense. D'accord.
Depuis toute petite, je l'apprends en corde et tout ça. Tiens, François aussi. Oui, voilà. Bon, et toutes les deux, alors vous allez participer, comme vos parents, hein, comme toute la famille, à la fête de l'Estive. Et comme tous les ans. Et comme tous les ans, depuis que vous êtes toute petite. Voilà. C'est vrai? C'est la première fête de l'année, donc tout le monde attend ça parce qu'on se retrouve tous. Et c'est un grand moment pour moi. Oui. Mais oui, ça va bien se passer. Je suis d'accord avec toi, ça va bien se passer. Et Sophie, t'es la bienvenue, c'est avec plaisir pour le troupeau avec nous. C'est très gentil. Élise! Harmonie! Allez, sur celui-là! Allez! On a une troupeau de 40 mères. 40 mères qu'on va traire. Et des jeunes, des moins jeunes, des gentils, des moins gentils, mais bon, c'est les nôtres, on les aime toutes. C'est nos filles. Marie-Jo et Guy sont éleveurs de race salaire. Et 2 fois par jour, c'est le même rituel. Il faut réunir les vaches et leurs petits, sinon la traite est impossible. La salaire, c'est une bonne mère, donc si elle n'a pas son veau, elle ne peut pas donner le lait. Et c'est son veau, c'est pas un autre. Donc, je vais faire amorcer chaque veau à sa mère et il va prendre le lait qu'il lui faut. On partage. Le couple a choisi de travailler comme les anciens, en s'installant tout l'été dans ce buron à 1400 mètres d'altitude. L'herbage est beaucoup plus fleuri ici. Il y a de la gentiane, de la réglisse. Elle mange ça et ça se retrouve dans le fromage. Juste après la traite, c'est Guy qui se charge de fabriquer le fromage, du Salaire Tradition. Il est le dernier à le faire encore dans un buron. C'est la traite de cet après-midi qu'on a faite. Et on y a mis la présure, et puis maintenant on sépare le caillé du petit lait. Il faut à peu près 10 litres de lait pour faire 1 kg de thon. Alors là, ce soir on avait 200 litres, ça va faire 20 kg. Le Salaire Tradition est un fromage au lait cru qui ne peut être fabriqué que d'avril à novembre et uniquement avec du lait de vache salaire. Ce fromage d'exception n'est fabriqué que par 7 producteurs, tous installés à proximité du village du même nom. Car c'est ici, à Salaire, qu'a été inventée la recette au Moyen-Âge. Le village possède une cave d'affinage où les fromages restent 3 mois minimum avant de révéler tous leurs arômes. Ça, c'est les soins qu'on donne au fromage 1 fois par semaine. On va frotter les fromages pour enlever le pénicillium qu'il y a sur le fromage et pour former la croûte en fait. Le Salaire, c'est un beau fromage parce que chaque producteur a une identité marquée par le goût et ses arômes. On utilise très peu de ferments lactiques pour justement avoir des goûts bien prononcés. C'est des goûts d'herbage, de flore, des arômes de fruits secs, dont c'est l'amertume qui va prendre, mais c'est ce qui me plaît dans ce métier, parce que les fromages ne sont jamais les mêmes d'une année à l'autre. Le Salaire est un incontournable de la gastronomie cantalienne. Pour en apprécier pleinement la saveur, le chef Cyril Genet propose de venir le déguster en plein air dans son restaurant éphémère. Alors l'idée de ces repas insolites, en fait, c'est d'être dans des lieux un peu de montagne. C'est notre spécialité. Et donc d'offrir à nos convives un moment magique autour d'un petit repas à base de produits locaux. Donc bien sûr la tome fraîche et le Salaire. Et tout ça dans un lieu idyllique. Bienvenue à Trizac, petit village du Haut-Cantal que vous avez juste en face. Je vous laisserai pendant le repas admirer ce joli panorama. Vous avez la petite butte là-bas qui dépasse, c'est le Puy-Marie. Voilà, alors bienvenue. Merci. Et maintenant à table. Le chef a concocté un menu autour du fromage, avec en point d'orgue la fameuse truffade, le plat typique du Cantal.
La truffade, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas un plat avec de la truffe. C'est un plat à base de pommes de terre et truffade, ça veut dire pommes de terre en patois. Mais l'ingrédient vedette, c'est la tome fraîche qui fait toute la différence. On pose la tome et après je vais retirer la casserole du feu parce qu'il faut vraiment que la tome fonde dans la casserole et hors du feu, sinon elle ne file pas. Voilà, là elle est prête. Tu vois, c'est quand tu arrives à monter et que le fil se brise pas, là tu peux te dire qu'elle est prête. C'est ce qui fait le spectacle là. Alors un petit peu de truffade, chef? Bah bien sûr. Et voilà, bon appétit. Merci. C'est une truffade avec une belle côte de bœuf. C'est trop beau. Et c'est trop bon. Je pense que tout le monde apprécie. On est au paradis là. À travers le fromage, c'est toute l'âme du Cantal qui se laisse savourer. Donc nous allons procéder à la traditionnelle bénédiction des troupeaux. Père François, je te laisse la parole. Merci Rému. Je dois dire que je suis très ému et que je vais peut-être pleurer, je ne sais pas. Cette fête de l'Estive est pour moi le plus grand jour de l'année. Je dirais encore plus que Noël et Pâques. Seigneur, que les montagnes aujourd'hui se parent de troupeaux. Regarde dans ta bonté le travail de ces éleveurs et daigne le bénir en ce jour de fête. Ça y est Sophie, on y est, c'est l'Estive. C'est la fête qui commence. Oui. Je suis même émue, tu vois. Donc on est parti pour 7 km, on traverse notre village et on monte les bêtes à la montagne de Picmal. Tu me touches tellement, t'es émue pour cette fête de l'Estive à Alanche. C'est vraiment tout le troupeau là qui est derrière nous et puis c'est la famille, les amis. Beaucoup d'émotions. Bah oui, je sens ça, je ressens ça. La salaire aussi est à l'honneur. C'est une vache qui est très élégante. Et tout le monde est content de la voir défiler. Et puis elle fait tellement partie de ce paysage, elle est tellement ancrée dans ce terroir. Oui, oui, vraiment, elle fait partie de la carte postale du Cantal. Hein. T'as raison. Sans elle, on n'aurait pas ces paysages-là. Elle valorise nos territoires. Voilà, c'est la déesse du Cantal. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Les gens sont sur le bas-côté de la route. Oui, voilà, tout le monde nous fait coucou, des éleveurs aussi qui sont là. Ouais, il y a une vraie solidarité entre les éleveurs. Vraiment, hein. oui, oui. C'est ça qui est beau, hein. Ah ouais. Le membre de la salaire, c'est une famille. C'est bien. Comment tu te sens là dans la montée? C'est bientôt que les larmes ont commencé à monter quand je vois mes filles devant. À chaque fois, ça t'émeut comme ça, tu pourrais me dire pourquoi? Bah, c'est les traditions, on était à leur place il y a 30 ans. Quoi. Et toi, Gigi, tu te souviens quand tu étais petit? Ah oui, j'avais l'âge de Marius. C'est vrai? Et oui. Et tu empruntais déjà cette route? C'est le moment où on a le plus d'émotion quand on arrive à cet endroit. Ouais. Particulièrement ici, là. C'est vrai, je sais pas pourquoi, on est au cœur d'Allanche. C'est comme ça. Écartez-vous! Attention, le troupeau est gros. Elles sentent, tu crois pas? Elles comprennent. Elles savent le bon. Elles savent le bon, exactement. Toi, tu sais pas où tu vas. Non, mais elles savent.
Bon, bah ça y est, on l'a fait, on est arrivé en estime enfin, Juju. Oui, ça y est, on y est arrivé, tu vois. On t'avait promis qu'on te mènerait au bout du monde. On y est. On y est. Voilà, les paysages ont changé, il fait un petit peu plus frais aussi. Oui, hein. tout de suite, dès qu'on monte en altitude, c'est vrai que la température change. Moi, j'étais vraiment très impressionnée par la façon dont les enfants aussi, même le troupeau, ont mené leurs vaches. Et puis, voilà, ce beau moment de partage en famille et entre amis, Marilyn, je sais que c'est ça qui te tient aussi particulièrement à cœur, c'est que ça se vive aussi entre amis et en famille. Oui, oui, hein. On est très contents et maintenant on te propose d'aller partager le pot de l'amitié. J'adore ce moment-là. Vive le verre d'amitié. Ah, si seulement vous pouviez sentir ces odeurs de fleurs des champs et de foin coupé, c'est tellement agréable. Bon, il est temps pour moi de prendre le chemin du retour. Je laisse derrière moi la famille Théron et la fête de l'estive à laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à participer. Merci à Christian et Paola de m'avoir permis de vivre ce moment absolument unique en volant avec les oiseaux. Merci à Sophie de m'avoir transmis sa passion pour ces magnifiques paysages. Un grand merci également à Jean-Michel et les anges gardiens de ces territoires que sont toutes les équipes du PGHM. Bref, j'ai passé un très beau moment ici. J'espère que ces échappées belles vous auront plu. Je me demande si nous ne pourrions pas classer le Cantal parmi les plus beaux départements de France. Tiens, donnez-moi vos avis sur les réseaux sociaux. Si vous voulez revoir ces échappées belles, eh bien vous le savez, rendez-vous sur France.tv. Moi, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Salut!